Bon, voilà un sujet qui divise. La guerre du Donbass et plus précisément le commencement. Cette guerre hybride, prémisse de l'opération militaire spéciale de la Russie, a opposé de 2014 à 2022 le gouvernement ukrainien à des séparatistes pro-russes et à la Russie. Au total, on dénombre plus de 14 200 morts, dont environ 3 500 victimes civiles. Et cette guerre a mené entre autres à la perte de contrôle de l'Ukraine sur certaines parties des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Aujourd'hui, plus de 3 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreux discours sur la responsabilité ukrainienne dans le début de la guerre en 2014 se font entendre. Alors comme on le sait, cette mode est partie d'un certain Donald Trump. When you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size and then hope that people give you some missiles. Et puis cela a notamment été repris par plusieurs chroniqueurs télé en France, avec en première ligne Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, et qui fait en ce moment le tour des plateaux avec cette rhétorique. Je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass, voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. Donc ce que ces personnalités pointent, c'est l'intervention militaire de l'Ukraine dans le Donbass en avril 2014. Mais on va y revenir très vite. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux et sur X, ce sont des centaines de milliers de personnes qui soutiennent cette idée, et avec bien des arguments, notamment deux. Ils pointent donc notamment les bombardements ukrainiens comme point de départ des tensions et de la guerre, mais également la volonté sécessionniste des séparatistes qui n'aurait pas été entendue. Et comme cette guerre du Donbass a débuté il y a maintenant plus de 11 ans, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire le point sur ce qui s'est passé en Ukraine en janvier 2014. Et pour ce faire, j'ai contacté Anna Colin-Lebedev, maîtresse des conférences et spécialiste des sociétés post-soviétiques, qui a accepté de nous rencontrer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons d'abord sur la chronologie des événements, avec au départ une décision du président ukrainien Viktor Yanukovych. On démarre en fait en novembre 2013, au moment où le président ukrainien doit signer officiellement un accord d'association avec l'Union européenne qui avait été négocié plusieurs années auparavant. Et en fait, vraiment la veille de la signature, le président déclare qu'il renonce à signer cet accord et qu'en échange, il va proposer plutôt à son pays de signer un accord avec la Russie, donnant avec une injection financière extrêmement préférentielle, ce qui provoque en fait un vent de protestation, notamment chez le groupe chez les jeunes et chez les étudiants. Donc en fait, ceux qui se rassemblent sur la place publique fin 2013 pour protester contre le refus de l'Ukraine de s'associer à l'Union européenne, ce sont des étudiants. Les étudiants vont être chassés par la violence toute fin novembre 2013, ce qui va en fait rajouter de l'huile sur le feu. Et là, désormais, en fait, c'est plus largement des représentants de différents âges, de différentes régions qui vont se rassembler sur la place publique à Kiev, non seulement pour demander en fait cette association à l'Union européenne, mais plus généralement pour dénoncer un président qui est accusé d'être, alors certes pro-russe, mais aussi corrompu, incapable, à qui on reproche énormément de choses. Donc en fait, on a une dimension internationale de cette protestation, mais on a aussi une dimension interne très très forte de contestation d'un président. Le président décide au bout d'un moment d'utiliser la force puisque la protestation s'installe tout au long du mois de décembre 2013 et puis janvier 2014. À partir de janvier, on a des confrontations violentes sur cette place de l'indépendance à Kiev, mais aussi des confrontations qui ont lieu en région parce que des petites révolutions en fait ont lieu dans les régions. Donc ces protestations très fortes à partir de février 2014 sont connues sous le nom de révolution de Maïdan, en référence à la place sur lesquelles elles se tiennent. Et Anna Colin-Lebedev tient à préciser que dès ces protestations, la Russie est déjà présente sous plusieurs formes. La Russie est présente à la fois par la désinformation, c'est-à-dire qu'elle va matraquer dans les médias en langue russe des informations selon lesquelles en fait, on assisterait à un coup d'État en Ukraine mené par une clique de nationalistes. Et puis elle va être aussi présente par une aide aux forces de l'ordre qui sont chargées de réprimer en fait, les manifestants sur la place publique. Puis c'est à la suite de ça qu'on a l'annexion de la Crimée, qu'on a l'invasion de la Crimée. Les événements se succèdent, mais ils se succèdent quasiment en simultané. C'est-à-dire que toute fin février 2014, le président, chassé par les manifestants, quitte le pays et s'envole vers la Russie. Et en même temps, en fait, on a les premiers témoignages d'arrivée de forces armées sans un signe, mais qu'on identifie comme étant des forces armées russes, sur la péninsule de Crimée, qui en fait vont s'installer un petit peu partout là où il y a des instances du pouvoir, qui vont désarmer les unités militaires ukrainiennes présentes sur place, et puis en fait qui, début mars, courant
en mars, vont organiser ce qu'ils appelleront un référendum, mais en fait qui ne sera pas un référendum parce qu'il s'agira d'un scrutin avec des hommes en armes présents autour des soi-disant bureaux de vote et déclarera que la Crimée demande son indépendance et demande son rattachement à la Fédération de Russie. Et à la mi-mars 2014, le président Poutine accepte officiellement en fait, la demande du peuple criméen d'être rattaché à la Russie. Et même il avouera plus tard que c'était bien ces hommes derrière ces personnes sans insigne. Il a fallu 1 an au président Poutine pour avouer en fait que les hommes armés sans insigne étaient en fait des militaires russes et que l'opération était planifiée et avait commencé à être planifiée dès la révolution du Maïdan. En revanche, le pouvoir n'a jamais avoué avoir envoyé des forces armées dans le Donbass, dans l'est du pays, pour combattre aux côtés de ceux qu'on appellera les séparatistes. Cette ingérence de la Russie va alors s'intensifier jusqu'à devenir directe et donc faire déplacer les tensions à l'est du pays, dans la région du Donbass. Il faut bien se dire que tout au long de ces mois de janvier, février, mars 2014, une fois de plus, les médias russes matraquent avec des messages de « attention, c'est des néo-nazis qui sont au pouvoir à Kiev » et ces néo-nazis vont s'attaquer à qui? Ils vont s'attaquer à vous, les russophones, qui habitez dans l'est du pays. En fait, c'est soutenu par des faux reportages. On a aujourd'hui la preuve en fait, qu'il y a énormément de choses qui ont été fabriquées par les médias et quand la menace, en réalité, n'existait pas. Mais ça crée une inquiétude en fait, à l'est du pays. Cette inquiétude s'en saisissent un certain nombre d'élites qui voient un moyen de tirer leur jeu dans un contexte de déstabilisation. Ils voient par ailleurs que la Crimée a été annexée à la Russie, ils se disent qu'il y a une opportunité pour eux là, mais en fait, la guerre n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu en même temps une intervention directe de la Russie. Parce qu'en même temps qu'il y a ces représentants en fait, séparatistes qui prennent le pouvoir dans les administrations des villes et des villages de l'est du pays, eh bien vous avez des forces armées russes, une fois de plus sans insigne, des représentants des services spéciaux, là aussi sans insigne, qui arrivent, qui organisent la protestation, qui distribuent aussi des armes et qui sont là en fait pour nourrir et pour enclencher le feu de ce qui sera présenté comme une insurrection populaire. Le Kremlin n'a jamais avoué cette intervention directe, néanmoins nous connaissons les personnages en fait, qui ont été envoyés par la Russie et qui ont joué ce rôle. Un des plus notables, Igor Strelkov-Girkin, pseudonyme, nom de famille, est aujourd'hui en prison en Russie. Un petit peu trop radical, un électron un petit peu trop libre. Mais la Russie n'avouera pas avoir envoyé ses agents spéciaux pour organiser l'insurrection, pour conduire des hommes armés, et n'avouera pas non plus avoir envoyé ses forces directement. Car il ne s'agissait pas seulement en fait, de soutenir une insurrection en cours, mais l'armée russe a été présente sur le terrain, y compris avec des armes lourdes, y compris avec des unités militaires qui officiellement, pour l'État russe, ont toujours été en vacances et sont venus de leur plein gré combattre en Ukraine. Et donc s'ensuit la fameuse intervention militaire ukrainienne qui, pour de nombreuses personnes, comme on l'a vu, n'était pas nécessaire et légitime et qui est le véritable déclencheur de la guerre du Donbass. Je me suis donc fait l'écho de ces personnes et voici la réponse de Madame Colin-Lebedev. Il faut bien se rendre compte de ce qui se passe à ce moment-là dans ces régions. Donc vous avez tous les bâtiments représentants de l'État, l'administration centrale, les lieux où sont localisées les forces de l'ordre, qui sont prises par des insurrectionnels qui déclarent des républiques séparatistes. Donc l'État ukrainien intervient, mais il intervient dans un premier temps comme dans une opération de police, en fait, pour maintenir l'ordre dans les régions, et c'est présenté comme tel, ça n'a pas le statut d'intervention armée. Sauf qu'au moment où il intervient pour rétablir l'ordre dans ces régions, il se rend compte qu'en fait, il n'est pas confronté à un groupe de politiques insurrectionnels avec des revendications, mais à des corps déjà armés et soutenus par l'armée russe. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est parce que, en fait, de l'autre côté, on a l'armée russe déjà, que ça devient une intervention armée et une guerre. Donc on ne peut pas considérer que l'Ukraine a commencé cette guerre. On ne peut certainement pas considérer que l'Ukraine a commencé la guerre dans le Donbass, et sans l'intervention directe et armée de la Russie et aussi indirecte informationnelle, les insurrections n'auraient pas eu lieu et la guerre n'aurait pas eu lieu. Alors l'autre argument que l'on peut entendre, c'est celui concernant la légitimité des séparatistes d'avoir effectivement une volonté sécessionniste. Car en effet, que la Russie soit intervenue ou non, si ces régions souhaitaient réellement une indépendance, le débat aurait peut-être mérité d'être ouvert. Mais donc écoutons Anna Colin-Lebedev sur ce point. Nous avons des données qui nous permettent de répondre à cette question, et notamment des enquêtes d'opinion publique qui étaient faites en Ukraine
tout au long des années en fait, précédant la guerre dans le Donbass, où on pose la question en fait, aux habitants de l'Est du pays, aux habitants de Crimée, est-ce que vous souhaitez que votre région en fait, fasse sécession et rejoindre un autre État? Et l'immense majorité des habitants de ces régions en fait, sont pour l'Ukraine et considèrent que l'Ukraine est leur patrie. La très grande majorité des Criméens également. Donc on n'a pas de sentiment en fait, sécessionniste préexistant à la révolution du Maïdan. Ceux qui opèrent en fait en ce printemps 2014, ce sont des petits groupuscules qui effectivement existent, hein, mais ils ne sont pas forcément soutenus par l'ensemble de la population. L'ensemble de la population, en revanche, peut avoir peur. Elle peut avoir peur parce que quelque chose se passe dans la capitale qu'ils ne comprennent pas très bien, et les médias qu'ils ont l'habitude d'écouter, qui sont en langue russe, leur disent qu'en fait c'est dirigé contre eux. Notre argument maintenant qu'on entend beaucoup dans la bouche des Russes et du Kremlin et aussi de nombreux partisans, c'est cet argument qui concerne la responsabilité de l'OTAN dans toute cette guerre et dans ce conflit, qui concerne son élargissement à l'Est, donc avec notamment les nouvelles adhésions en 2004 de tous les pays baltes, Slovénie, Slovaquie, Roumanie, etc. Donc pourquoi déjà la Russie elle voit cet élargissement-là de l'OTAN comme une menace? La Russie se perçoit de plus en plus avec Vladimir Poutine, ce qui n'était pas le cas auparavant, comme flouée en fait à la fin de l'Union soviétique. Elle aurait perdu en fait la guerre froide face aux États-Unis qui l'auraient gagnée, et face à cette défaite, en fait, les États-Unis se seraient engagés d'une manière ou d'une autre à maintenir un statu quo et laisser à la Russie une zone d'influence, une espèce de zone tampon entre les pays qui étaient occidentaux, membres de l'OTAN, associés, alliés des États-Unis, mais aussi alliés des Européens, et d'un autre côté, il y aurait la Russie avec sa zone d'influence. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, et je pense qu'il faut, on a la dynamique internationale, mais il faut se placer également du côté de la dynamique de chacun des États, et en fait des demandes qui sont ceux des États d'Europe de l'Est et d'ex-URSS. Si les demandes consécutives d'adhésion à l'OTAN se multiplient dans ces années-là, c'est essentiellement en réaction à la politique que la Russie elle-même est en train de conduire dans son voisinage. La Russie, en fait, recommence à être violente à l'intérieur de ses frontières avec la guerre en Tchétchénie, mais également à l'extérieur de ses frontières. Et je dirais, à la fois un certain nombre d'États d'ex-URSS et d'Europe de l'Est vont considérer que la menace est pour eux du côté de la Russie, qui voudra en fait les garder non seulement dans leur zone d'influence, mais peut-être les intégrer par la violence, et se tourne vers l'OTAN en demandant en fait la protection de ce qu'ils pensent être meilleur pour eux. Je crois que ce qui est politiquement gênant, plus que d'ailleurs être une menace pour la sécurité, mais politiquement gênant pour l'État russe, c'est de voir des États qu'il considère comme faisant partie de sa zone d'influence se détourner d'elle, se détourner de manière politique et se détourner de manière sécuritaire. Se détourner de manière politique, c'est de choisir par exemple d'intégrer l'Union européenne ou de se rapprocher de l'Union européenne, plutôt que d'intégrer en fait les ensembles régionaux que la Russie est en train de mettre en place. Il y a un échec du soft power russe à maintenir en fait des relations amicales et des relations de proximité avec ces pays. Et d'un point de vue sécuritaire, eh bien, il y a aussi la Russie sent qu'elle perd cette espèce de zone protectrice, cette zone tampon qu'elle s'attachait à avoir, en tout cas avec Vladimir Poutine. Mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'il s'agit non pas de demandes de l'OTAN dans ce cas-là, mais plutôt de demandes de l'État auxquelles l'OTAN ne répond pas forcément positivement. Vous voyez, à partir de 2014, avant 2014 en Ukraine, pas grand monde ne demande sérieusement l'adhésion à l'OTAN. La société est relativement partagée sur cette question. Vous avez certes une coopération avec l'OTAN qui s'installe notamment pour les réformes des forces armées. Il y a une espèce d'harmonisation de la manière dont on forme les combattants. Il y a une réflexion, il y a des rencontres communes, mais on en reste à des coopérations relativement éloignées. À partir de 2014, lorsque la Russie
devient un agresseur de l'Ukraine, l'Ukraine commence à demander, et la population ukrainienne soutient le pouvoir en ce sens-là, à demander activement à l'OTAN d'intégrer en fait l'organisation, ce à quoi la réponse est toujours négative. C'est-à-dire que l'OTAN est extrêmement conscient en fait de ce que ça représenterait pour la Russie et surtout ne veut montrer aucun signe de présence possible sur le territoire. Alors oui, vous avez des instructeurs qui sont toujours là, mais ces instructeurs étaient déjà là en amont de la guerre, dans le cadre de coopérations existantes de temps à autre. Mais en tout cas, vous voyez, c'est-à-dire que la crainte vient de la Russie. Et moi, j'ai l'impression, de ce que j'observe sur le terrain en Ukraine, qu'au contraire, ces demandes d'OTAN formulées par l'Ukraine ne sont jamais satisfaites par l'OTAN. Je pense que l'OTAN est une ligne d'argumentation qui est très pratique pour la Russie. De là à dire s'il s'agit d'un prétexte ou s'il y a une vraie croyance côté russe, qu'en fait il s'agit d'une volonté offensive des États-Unis à leur égard, je ne saurais pas vous le dire. Peut-être maintenant aborder le dernier point qui là aussi fait beaucoup débat sur les réseaux et également entre les deux pays, entre les deux politiques, c'est par rapport aux accords de Minsk et Minsk 2, où les deux parties constamment se sont rejetées la faute sur un tel l'a bafoué, un tel l'a bafoué. Est-ce qu'aujourd'hui on peut identifier clairement un responsable de cet effondrement de cet accord? Est-ce qu'on est en mesure de déterminer cela aujourd'hui? Nous avons un peu de recul aujourd'hui sur les accords de Minsk, mais en même temps, on n'avait pas besoin de recul pour comprendre dès l'année 2015 que les accords de Minsk avaient une faute originelle. Et la faute originelle, c'était quelque chose qui ne prévoyait pas au vu de l'urgence qui avait été celle et du contexte qui avait été celui de la conclusion de ces accords. Alors que prévoyaient les accords de Minsk? Les accords de Minsk prévoyaient une réintégration des territoires séparatistes dans le giron de l'Ukraine. Les territoires séparatistes devaient rejoindre l'État ukrainien, mais avec un statut d'autonomie élargi et à l'issue d'élections libres et concurrentielles. Sauf que, ma foi, les accords de Minsk ne disaient que cela. Et cela, les Ukrainiens étaient tout à fait d'accord pour signer. En revanche, les accords ne prévoyaient absolument rien quant au timing de ces élections et notamment à ce que devait être le moment de ces élections par rapport à la présence des forces armées sur le territoire des républiques séparatistes. C'est-à-dire que, selon la vision russe, l'armée russe était présente sur le terrain, même si officiellement elle n'était toujours pas présente, mais en tout cas la Russie était présente sur le terrain, les élections se tenaient et les républiques étaient réintégrées dans le territoire de l'Ukraine. Ce qui voulait dire quoi? Ce qui voulait dire des élections contrôlées par la Russie et en fait des républiques pro-russes qui allait détruire de l'intérieur l'État ukrainien. Bien évidemment, c'était inacceptable pour l'Ukraine qui, elle, exigeait que l'armée russe se retire dans un premier temps et que les élections puissent être conduites dans un second temps, ce qui n'a jamais été accepté par la Russie. Alors pourquoi est-ce que ça avait été signé de cette manière-là? Les accords avaient été signés à l'avantage de la Russie dans un moment où l'Ukraine était militairement très fragile et était vraiment en position d'avoir perdu du terrain. Il y a des volets de l'accord de Minsk qui ont marché. Notamment le volet humanitaire a pas mal fonctionné. Le retrait des armes lourdes à une certaine distance de la zone de contact, ça aussi, ça a plus ou moins marché, même si les accords ont été violés régulièrement. En fait, ce qu'on a dénoncé, c'est pas tant des violations régulières des accords de cessez-le-feu, parce que ça, quelque part, les sociétés s'en étaient accommodées et la guerre devenait de moins en moins violente. C'est l'incapacité à mettre en place cette formule politique qui avait été imaginée. Or, en fait, il n'y avait pas moyen, au vu des intérêts antagonistes des deux acteurs, de les mettre en place. Donc, en prenant en compte cette réponse, aujourd'hui, on voit mal comment les accords de Minsk peuvent être réhabilités ou en tout cas servir de nouvelles bases de négociation, sachant que maintenant le Donbass n'est plus du tout sous contrôle ukrainien, comme en 2014. Donc on ne peut pas repartir de cette base-là. Les accords de Minsk, en fait, nous apprennent des erreurs à faire, mais ils ne peuvent certainement pas servir de base au règlement de paix aujourd'hui, ne serait-ce qu'en raison d'une différence fondamentale. En 2015, la Russie ne voulait pas reconnaître les républiques séparatistes et encore moins les intégrer en fait dans son territoire. Ce qu'elle voulait, c'est créer une zone d'instabilité à l'intérieur de l'Ukraine. Aujourd'hui, elle clame que les 4 régions qu'elle occupe font partie, selon la constitution russe, de la Fédération de Russie. Donc bien évidemment, la négociation ne peut être que très différente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Anna Colin-Lebedev de m'avoir accueilli. N'hésitez pas à me suivre sur ce compte.